Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Les Aventures de G-Man, je suis G-Man et si on se retrouve aujourd'hui c'est pour parler série. Je sais ce que vous allez me dire, avec toutes les sorties récentes, pourquoi ne pas avoir fait une vidéo plus tôt pour parler des sorties cinéma notamment, parce qu'on a eu des grosses sorties en fin d'année 2018, nous avons eu Aquaman et Spider-Man Into the Spider-Verse, et bien tout simplement parce que j'ai raté le créneau des sorties, voilà. Et donc je me suis dit que faire une vidéo à rebours, bien après la date de sortie, c'était un petit peu dommage, c'était même un petit peu trop tard, donc je vais essayer de coller un peu plus l'actualité, et nous allons parler aujourd'hui de sortie série avec la première saison disponible en France de Titan. Car bien sûr, nous avons tous attendu la sortie française pour voir cette série. Hein. Personne n'est assez fou pour regarder la série de façon plus ou moins légale, sachant que la plateforme de diffusion classique est une plateforme uniquement disponible aux États-Unis. Hein. Donc on a dû attendre que Netflix se propose de diffuser la série en France, une fois la série totalement diffusée aux États-Unis. Donc, que dire de cette série? Eh bien, dans un premier temps, et pour donner un premier avis à chaud, c'est une bonne surprise. C'est une très bonne surprise. Voilà. Donc la série était, dans un premier temps, prévue et était censée se débuter aux alentours de 2014. En fait, la série a été, dans un premier temps, proposée par la chaîne américaine TNT, qui a malheureusement au bout de quelques mois après la diffusion d'un premier synopsis et d'une première équipe de super-héros annoncée a décidé d'annuler la série. Le projet a été repris quelques années plus tard et devient donc la première série à être diffusée sur la plateforme de streaming de DC, avec un cast relativement identique. Hein. La seule différence qu'il peut y avoir au niveau du cast de la série actuelle par rapport au cast de la série d'origine, c'était la disparition de Barbara Gordon. Donc certains parlaient de Batgirl, mais apparemment ce serait plutôt dans son rôle d'Oracle qu'elle aurait fait partie de la série. Et l'ajout donc de Beast Boy, de Garth. Et on comprend assez facilement pourquoi, parce que c'est un des personnages qui a le plus facilement besoin de budget et d'effets spéciaux. Hein. Donc c'est normal que dans un premier temps il était évincé du concept de base. Mais bon, donc cette première série est une très bonne surprise. Parce que c'est une série qui se veut... Donc à la base on se dit une série Titan avec des personnages relativement jeunes. Et ben finalement c'est pas une série si enfantine que ça, c'est une série qui se veut beaucoup plus mature, sombre et violente que la majorité des séries d'ici en fait. En fait, il y a très peu de séries d'ici qui sont dans le même style, et pour avoir quelque chose de similaire, il va falloir se rapprocher de Netflix encore une fois, mais plutôt niveau Marvel avec Daredevil. Cette série a beaucoup de parallèles avec Daredevil, et c'est pas étonnant parce que pour ceux qui s'y connaissent un peu en comics, on dit beaucoup que Daredevil est le Batman est un des Batman de chez Marvel, alors que non, en fait, très clairement, c'est Nightwing, donc Dick Grayson, le premier Robin, qui est le Daredevil de chez DC. On en reparlera dans une prochaine vidéo, ça rassurez-vous, vous inquiétez pas. C'est juste pour que vous voyez le lien entre les personnages. Et donc, oui, cette série se veut extrêmement mature, extrêmement dure. Elle aborde des sujets quand même assez rudes, quoi. Il y a quand même de la violence graphique dès les premiers épisodes, une violence psychologique, de la torture, voire même de la pédophilie selon les épisodes, c'est quand même assez surprenant. Et là où des séries comme par exemple Arrow pouvaient nous présenter des scènes de torture, mais qui étaient au final assez fantasques, hein, on n'y croit pas vraiment. Hein. Oliver Queen qui se fait torturer sur Yan Liu par Deathstroke, on n'y croit pas trop, hein. C'est gentillet. Le mec brisé, on le voit pas trop. Tandis que là, vraiment, les scènes de torture ont un réel impact sur les personnages, les scènes de combat ont un impact, ils sont blessés, fatigués, leur matériel ou leur tenue se dégrade au fur et à mesure. On a vraiment une impression d'usure, etc. Mais on y reviendra à la fin de la vidéo. Cette violence pose certains soucis, un souci notamment majeur par rapport au dernier épisode, que j'aborderai dans une partie finale un peu plus spoiler peut-être, mais vous allez voir où je veux en venir. Donc comme je vous dis, cette violence est marquée et se voit sur les personnages, et la transition est toute trouvée, puisque nous allons donc parler des personnages de la série.
On fait une petite énumération rapide de l'équipe. Donc l'équipe des Titans, cette formation est constituée de 4 personnages principaux, avec un certain nombre de personnages secondaires qui gravitent autour. Donc nous avons dans un premier temps Dick Grayson, donc à savoir le premier Robin, qui est dans la situation où ça fait 1 an qu'il a quitté Gotham City, qu'il a quitté Batman, on peut dire ça comme ça, c'est sans aucune blague, mais c'est vrai que tout au long de la série, la relation Batman-Robin est présentée comme une relation de couple en fait. Voilà, une relation de couple, même qui est une relation de couple avec assez perverse d'ailleurs. Donc on a un Dick Grayson qui veut se reconstruire, qui veut se construire peut-être même, parce qu'il n'a pas réellement eu l'occasion de le faire durant son adolescence, son enfance. Et donc il veut se sortir de l'ombre de Batman, mais il n'y arrive pas vraiment, parce que malgré le fait qu'il se soit éloigné de Gotham City, qu'il commence un nouveau métier en étant flic, etc., il se trimballe en permanence avec la valise contenant son costume de Robin, et n'hésite pas, lorsqu'il en a besoin, à l'enfiler pour rendre la justice à sa façon quand la police ne va pas assez vite. Donc oui, c'est assez particulier. Le personnage, quant à lui, est très bien interprété, très sombre. On a vraiment l'impression d'avoir quelqu'un d'usé et de vraiment meurtri profondément et psychologiquement. Et c'est quand même un choix intéressant de construire cette équipe avec un personnage, donc avec le personnage le plus vieux du Quatuor, hein, donc Robin, qui dans la série donc, est présenté comme ayant 28-29 ans. Et donc est un des 2 personnages principaux de la série. Le deuxième personnage principal, celle autour de qui va être construite l'intrigue, c'est Raven. Donc grand écart, puisque là on avait le personnage le plus vieux du Quatuor, là on va avoir un personnage le plus jeune, qui est présenté dans la série comme ayant 13-14 ans. Et donc l'intrigue va se construire autour de elle, donc de Raven, autour de l'émergence de ses pouvoirs, de la perte de contrôle de ses pouvoirs, et d'une secte ou d'une organisation assez étrange référant à son père. Donc je ne vais pas spécialement spoiler, mais si vous y connaissez un petit peu en comics, ou même si vous avez vu les séries Teen Titan ou même Teen Titan Go, très humoristiques, on sait rapidement que le père de Raven est un démon en fait. D'où l'origine de ses pouvoirs. Et le personnage de Raven, qui est donc le deuxième socle sur lequel repose la série, et va être selon moi le plus gros point noir de la série, parce que sans vouloir dire du mal de cette jeune actrice, donc c'est pas évident d'être acteur aussi jeune, pour avoir regardé la série en VO, je trouve, sans être vraiment, sans méchanceté de ma part, hein, je trouve qu'elle joue relativement mal en fait. Elle vous fait rapidement sortir des scènes parce qu'elle dégage pas forcément les bonnes émotions au bon moment. Et non, j'ai l'impression qu'elle joue mal en fait. Donc c'est peut-être moi, mais bon, dites-moi si par le plus grand des hasards vous avez trouvé également qu'il y a un problème avec ce personnage. Donc voilà, on va suivre, l'équipe va se former autour de la quête de Raven en fait, et va se former dans sa lignée. Autre personnage qu'on va voir apparaître dans cette équipe, donc Changelin, Beast Boy, Garf, qui est donc présenté ici, et là on respecte relativement son origine puisqu'il fait à ce moment-là partie de la Doom Patrol. Donc spoiler, hein, tout le monde le sait, mais il y a un épisode qui sera axé autour de la Doom Patrol pour lancer un spin-off qui sera la 2e série live chez DC. Donc c'est la Doom Patrol, c'est alors une fois de plus, sans vouloir troller les fans de Marvel, c'est l'équipe qui a servi d'inspiration à Stan Lee pour créer les X-Men. En fait, c'est une équipe centrée autour d'un personnage de scientifique un peu fou en fauteuil roulant qui va recueillir des personnes brisées par la vie, etc., et des capacités extraordinaires, ou brisées tout court et va chercher à les soigner, les réparer. Donc on comprend pleinement le rôle de Garf dans cette équipe, puisque sa mutation lui est apparue suite à un traitement pour soigner une maladie. Et voilà. Et oui, et alors l'autre petit souci par rapport à Garf, c'est que on est sur une série, sur une plateforme de streaming, avec peut-être un budget qui est moindre, je n'ai pas regardé exactement les budgets, et donc niveau effets spéciaux, Garf c'est quand même un personnage qui en a besoin, il se change en animaux, et toute la série ne nous montrera qu'une seule transformation en fait. Et pour le moment, à l'heure où on en est, il ne peut se transformer qu'en tigre. Donc vous me direz c'est déjà pas mal hein, de se transformer en tigre,
Mais, mais c'est très limité et on ne sait pas exactement pourquoi et qu'est-ce qui limite sa transformation. Mais, mais de façon très intéressante, c'est présenté de façon très intéressante, donc effectivement il ne peut se transformer qu'en tigre, mais il a conscience que s'il se transforme en tigre, par exemple il va perdre ses vêtements, donc en plus c'est handicapant parce qu'il est obligé d'aller se déshabiller dans un coin pour se transformer en tigre, pour revenir, pour retourner se laver derrière sinon il est à poil quand même. Voilà, c'est assez bien foutu. D'autant plus que l'acteur qui joue Garf a essayé à plusieurs reprises d'intégrer l'univers d'ici. Il a notamment, on sait, pour une petite anecdote, qu'il a envoyé des messages notamment à Ben Affleck, lorsque Ben Affleck est apparu comme étant le nouveau Batman de chez DC, à l'époque. Et a fait un peu le forcing pour essayer de dire « Eh, ça serait sympathique un acteur d'origine un peu asiatique prenne un rôle de Robin, non, ça pourrait être intéressant. » Puis il a continué en postant des vidéos prouvant qu'il savait manier plusieurs arts martiaux, etc. Et donc il a essayé d'intégrer l'univers d'ici en tant que Robin. D'ailleurs il y a une petite blague par rapport à ça lors d'un épisode où il explique qu'il aimerait devenir un Robin. Il s'est rapidement, quand même très rapidement remis à sa place. Quatrième membre de cette équipe de base, nous avons donc Starfire. Starfire qui nous est présenté pendant les 3/4, même 80% de la série comme étant amnésique, et tout ce dont elle se souvient, c'est qu'elle cherche Raven en fait. Et qu'elle cherche Raven, donc on pense pour la protéger dans un premier temps. Et Starfire, donc effectivement, il y a eu beaucoup de critiques par rapport au personnage de Starfire, notamment au niveau des visuels. Bon, déjà, il y a une première critique que je trouve stupide, mais on va revenir rapidement dessus, en disant « Oui, mais d'où vous faites jouer le personnage de Starfire pour une actrice black ?» Alors, vous savez, en passant, Starfire black, ça vous gêne, alors que de base, elle a la peau orange, donc elle peut avoir la nationalité qu'elle veut, l'origine ethnique qu'elle veut. Mais bon, voilà, c'est pas grave, c'est une alien, donc on peut dire qu'elle a la pigmentation qu'elle veut. Surtout que lorsqu'elle utilise ses pouvoirs, elle devient orange, donc c'est totalement compensé. Et par contre, le personnage de Beast Boy, qui est asiatique, ça gênait personne. Donc voilà, je reviens sur cette petite polémique totalement débile. Et autre petit souci, et là je suis un petit peu d'accord, même si je trouve ça relativement classe, elle est un petit peu habillée, soyons francs, comme une prostituée. Soyons francs, pendant une bonne partie de la série, elle est un peu habillée comme une prostituée. Et blague à part, je suis sérieux, il y a quelques jours, en me baladant dans les rues autour de chez moi, j'étais persuadé d'avoir croisé un cosplay de Starfire parce qu'elle lui ressemblait réellement, et c'était une vraie prostituée. Voilà, fin de la parenthèse. Donc c'est pour dire que vraiment mais ça joue bien. Donc, finalement c'est bien amené, et c'est parce qu'il joue sur le personnage de femme fatale de Starfire, sur son personnage un peu de croqueuse d'homme, qui est parfois utilisé dans les comics. C'est pas forcément l'aspect que les fans vont préférer, mais bon, c'est un des aspects du personnage, donc on va respecter le choix de l'auteur. Quant aux autres personnages qui vont graviter autour de cette équipe, donc je vous l'ai dit, il y a la Doom Patrol, qui en fait une première version de la Doom Patrol, qui est là pour jeter un peu les bases de ce qu'on va voir dans la série télé. Donc elle comporte pour l'instant 4 membres, et d'autres vont arriver pour la série télé. Voilà. Ensuite, on a... Alors, est-ce que je le dis, je le dis pas? Oui, il y a 2 autres personnages qui apparaissent, qui ont une petite importance. C'est Jason Todd, qui est donc le remplaçant de Dick Grayson, qui est le deuxième Robin en fait. On apprend que rapidement Batman a trouvé un Robin de remplacement quand Dick est parti. Donc d'ailleurs Dick le prend très très mal, et là une fois de plus ça nous permet d'avoir des scènes qui montrent bien la relation de couple Batman-Robin, et qui tient parfaitement son rôle. C'est un connard. C'est vraiment ce Jason Todd est un connard fini dans la série, et vraiment un Robin totalement différent du premier. On a également le personnage de Wonder Girl, Donna Troy, donc sidekick de Wonder Woman, qui est présenté de façon très intéressante, et qui est vraiment
permet à Robin, à Dick Grayson d'entrevoir une possibilité qui est un juste milieu entre continuer à être Robin, ce qu'il ne veut pas être mais qu'il n'arrive pas à se défaire, et ne plus l'être. Voilà. Elle commence à lui ouvrir la voie et à le pousser vers le Nightwing, ce qui est intéressant et très utile. Et les deux derniers personnages qui vont graviter autour de cette équipe sont selon moi la plus grosse surprise et une des très bonnes surprises de cette série, c'est le duo Hawk and Dove, le faucon et la colombe. Donc c'est un duo qui est des personnages assez obscurs pour nous en France, mais c'est un duo de héros qui font partie des Titans depuis très longtemps et qui ont des comics depuis très longtemps. Donc là l'histoire est très bien présentée. D'ailleurs les deux personnages sont vraiment très utiles à la série, puisque à travers le personnage de Hawk, on voit la rudesse et la difficulté d'être un justicier dans ce monde qui se veut très réaliste, puisqu'il a 29 ans à peu près dans la série, présenté comme ayant à peu près 29 ans, et il est défoncé, il est détruit, il tourne aux antidépresseurs, aux antidouleurs, il a besoin d'opérations multiples pour une nouvelle hanche, il est en miettes et continue à aller se battre, et il est vraiment ruiné. Et il est en binôme avec Dove, donc, qui est sa compagne qui est l'ex-compagne de Robin, ce qui crée des tensions dans ce trio qui avait l'habitude de travailler ensemble. Voilà, donc vous avez un premier triangle amoureux assez intéressant. Et voilà. Alors peut-être que le personnage de Dove est un peu plus particulier que le personnage de Hawk, qui est vraiment un personnage dramatique, tragique et bien fait, tandis que le personnage de Dove est un peu plus difficile à cerner. Déjà dans le deuxième épisode qui leur est consacré, parce qu'il y a 2 épisodes qui leur sont consacrés, où on voit la formation du duo, on ne comprend pas trop les réactions du personnage, on ne comprend pas comment elle a... Enfin, vous verrez en regardant... Vous penserez à ce que je vous dis en regardant les épisodes, si vous ne les avez pas regardés. Le duo est très particulier. À quel moment un mec que tu connais pas trop te montre sa vie de justicier, en fait, à travers des vidéos où il tabasse des pédophiles dans la rue avec son frère qui tient la caméra, et à quel moment tu flippes pas, en fait. À quel moment tu flippes pas en te disant... Ok, ce mec est taré, je vais me barrer. Elle rentre dans le délire de suite et elle commence à aller plus loin que lui, en fait. Elle est beaucoup plus loin que lui. Et deuxième petit souci que j'ai avec ce personnage, c'est une actrice qui a la quarantaine. Alors, pas de critique par rapport à ça, mais vous allez voir où je veux en venir. C'est une actrice qui a la quarantaine, donc autant là, elle joue une personnage qui a 30 ans, ça va très bien, mais autant quand vous lui faites avoir des flashbacks d'elle aux alentours de 18-20 ans, et vous la faites danser dans un ballet en tutu et en tenue de danse classique, ça se voit qu'elle n'a pas 18 ans. Voilà, vous n'étiez pas obligé de faire cette scène, ou alors vous changez les tenues, parce que là, non, ça se voit qu'elle n'a pas 18 ans, et non, voilà. Donc voilà, ça c'est au niveau des équipes et des personnages qu'on va croiser tout au long de la série, qui sont très intéressants. La série est d'ailleurs très bien construite, puisqu'on a bien conscience que l'univers que l'on voit est beaucoup plus vaste que ce qui nous est présenté. Quand on compare à des séries, notamment les séries de l'Arrowverse, quand il y a des easter eggs sur certains petits trucs, c'est juste ou pour la blague, ou pour présenter quelque chose qui sera développé plus tard. Il n'y a pas de temps de gratuité dans les easter eggs. Là, l'univers fourmille de plein de détails et qui sont plutôt bien amenés. À part peut-être dans le dernier épisode, mais là on va y revenir un petit peu plus tard. Donc c'est vraiment très bien construit. Comme je vous disais au début de la vidéo, la violence est omniprésente dans cette série. Il y a une violence graphique et psychologique très très forte, à tel point que, désolé de DJ spoil, mais quasiment tous les membres de l'équipe, au moins l'équipe de base, donc les 4 personnages principaux, vont être amenés à tuer au moins une personne, un adversaire dans la série. Donc ils vont être amenés à tuer, à mutiler, à rendre handicapé de façon assez importante un bon nombre d'adversaires, notamment Robin. Ne me dites pas que la majorité des coups qu'il met ne sont pas ou létaux ou incapacitants à un haut niveau.
Voilà, quand tu éclates la tête d'un mec sur une vitre de voiture et que tu le rayes tout le long de la vitre de voiture, le mec est défiguré. Donc c'est pas anodin. Et quand je vous dis ça, c'est-à-dire que tout le monde, même les plus jeunes de l'équipe, c'est-à-dire Raven et Beast Boy, vont être amenés à tuer quelqu'un. Parfois même de sang-froid, quoi. Et ce qui amène un petit souci par rapport au dernier épisode. Donc là, je vais arriver dans une zone un peu plus spoil. Donc si vous voulez pas vous n'avez pas forcément vu la série ou si vous voulez pas forcément aller là-dessus, vous pouvez couper, je pense. Hein. On va conclure en disant que c'est une très bonne série. Je vous conseille de la voir. Foncez, regardez tout d'un coup. Et moi, personnellement, j'ai très hâte d'une saison 2. Et donc, on va aborder la zone maintenant on va parler un peu plus de ce qui est gênant dans cette série, c'est-à-dire ok, tu veux présenter un univers où c'est extrêmement violent, où les personnages plus réalistes, hein, un mec qui sort dans la rue pour arrêter des criminels, bien sûr, hein, quand tu vois Robin qui balance des shurikens dans les yeux de ses adversaires ou qui les éclate à coups de bâton, il y a des morts, il y a des blessés, c'est vraiment... Et comme je vous dis, Raven et Beast Boy vont tuer quelqu'un chacun. Et donc... dans cet univers-là où on voit que les super-héros sont assez violents, ils sont parfois amenés à tuer, notamment les plus jeunes, me fais pas croire que Batman n'a jamais franchi la ligne jaune, quoi. À aucun moment tu arrives à y croire, parce que tout le dernier épisode est axé autour de ce moment où Batman va basculer et va peut-être aller tuer le Joker ou tuer quelqu'un d'autre. Mais attends, mais dans cet univers-là, Batman, il a déjà tué plein de monde, c'est obligé. Bon, peut-être pas le Joker, etc., parce peut-être qu'il s'en veut, peut-être qu'il se sent coupable, qu'il veut essayer d'apporter la justice, une certaine idée, mais me fais pas croire que Batman n'a jamais tué dans cet univers-là. Surtout quand on voit avec quelle facilité tu nous montres qu'il bascule. Alors même si, effectivement, c'est une projection mentale, etc. Mais pour que ça marche sur Robin, il faut que Robin soit persuadé que Batman n'ait jamais tué personne. Voilà, d'ailleurs, c'est dit dans cet épisode-là que Batman n'a aucune conscience et qu'il dormait très bien la nuit avec ce qu'il faisait, donc ça veut bien dire que ça veut dire ce que ça veut dire, quoi. C'est sous-entendu, mais c'est quand même dit que Batman est une violence extrême. Et non, là, on veut nous faire croire que l'enjeu majeur de cet épisode, c'est éviter qu'un super-héros ne tue quelqu'un. 3 épisodes avant, Beast Boy, il a dévoré un scientifique. En tigre, il était en tigre, il a bouffé le ventre, quoi. Il a sorti des morceaux de viande. Il est mort, le gars. Et juste avant, Raven a tranché la gorge de quelqu'un. Ça marche pas. Ça marche pas. Il y a... Voilà. Mais en fait, le problème c'est ce dernier épisode. Ce dernier épisode est un problème. La série a eu des reconstructions différentes. À la base, elle devait avoir 13 épisodes, puis 10, puis etc. Là, finalement, elle a eu 11 épisodes. Et cet épisode final devait servir, en fait, de premier épisode de la saison 2. C'est pour ça qu'il y a un peu des constructions particulières, une rythmique chelou. Mais... voilà, c'est le seul vrai souci que j'aurais avec cette série, c'est des choix de casting un peu main par moment, donc notamment le personnage de Raven qui, selon moi, joue pas forcément bien, vraiment. Le personnage donc qui joue Dove, qui est peut-être un petit peu trop âgé, en tout cas pour lui faire jouer des scènes de flashback où elle est censée avoir 18 ans. Enlever ces scènes de flashback, le personnage est nickel, hein. Ça passe très bien, et cette espèce de morale autour de Batman qui est présenté tout au long de la série comme étant super dangereux et ne servant des Robins que comme arme, en fait. Mais bon, ça on en parlera dans une vidéo qui va arriver derrière. Et voilà. Donc, que dire de cette saison ? Cette saison m'a été une très bonne surprise. À la base, je voulais regarder ça doucement, prendre le temps d'analyser, et puis j'ai pas pu m'en empêcher. J'ai regardé, dès que j'ai pu regarder j'ai tout regardé, quoi. Je me suis dépêché d'engloutir cette série, et j'ai regardé plusieurs fois les épisodes même, pour essayer de retrouver des easter eggs, des références, etc. Et c'était une très bonne surprise. D'ailleurs, en parlant de surprise, la série se termine sur une scène post-générique. Donc une scène post-générique nous montrant donc les laboratoires Cadmus, d'où s'échappe un clone de Superman, donc à savoir Superboy, et qui libère avec lui au passage Crypto,
Donc ça nous annonce de nouveaux personnages pour la série. Donc soyons francs, je pense pas qu'ils apparaissent rapidement dans la saison 2. C'est peut-être un arc, peut-être qu'on va enclencher après l'arc sur Trigon, parce que là quand même on a Trigon qui sort full power en fin de saison 1. Et quand on voit comment l'équipe galère contre des laborantins ou contre la famille nucléaire, Trigon ils vont pas l'avoir comme ça, hein, soyons francs. Et donc on sait que ça risque de basculer sur un arc avec Metropolis, Lex Luthor et la famille de Superman, assez rapidement, mais je pense que ce sera pas avant la deuxième moitié de la saison 2, voire le dernier tiers. Voilà, donc personnellement j'ai hâte, parce que le personnage de Superboy est un de mes personnages de comics préférés, quasiment autant que Superman, et ceux qui me connaissent savent que je suis un énorme fan de Superman, c'est mon super-héros préféré. Voilà, on a quelques points communs avec Superman qu'on va aborder prochainement. Voilà, donc je suis super fan, et c'est vrai qu'on n'a pas eu pour moi d'adaptation en live action de Superboy, mis à part dans la série Smallville. Mais on n'en parlera pas forcément de cette version, parce que même moi qui suis fan de Superman, je suis pas fan de faire apparaître le personnage de Superboy alors que son héros principal n'est pas encore devenu Superman, quoi. C'est complètement con. Voilà. Sur ce, je vous conseille de voir cette série. N'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo, à la partager autour de vous, à discuter dans les commentaires. Donnez votre avis, s'il y a des choses que j'ai oubliées, s'il y a des conneries que j'ai dit, il y en a probablement, il y en a même sûrement. N'hésitez pas à me le faire remarquer dans les commentaires, et on pourra échanger, dialoguer, même développer certains points s'il y a des points que vous n'avez pas compris sur mon argumentaire. J'en serais ravi. Et on se retrouve très rapidement pour une petite vidéo qui m'a été inspirée par le dernier épisode de cette série. Et on va discuter un peu de Batman. C'est une vidéo qui va pas forcément me faire avoir que des amis, mais tant pis, je prends le risque. Je prends le risque et on va parler de Batman la prochaine fois. Et oui. Est-ce que Batman est réellement un super-héros? Bonne question. Allez, à bientôt les gens.